Alors, sur le plateau Patient Parfum d'Homme, Sylvain de Bourgou parle d'un rêve qui est permis. Faut-il employer les mêmes termes aujourd'hui quand on voit les deux dirigeants réunis du côté d'Abidjan, quand on les voit appeler l'AES à réintégrer la CEDEAO? Les arguments sont là. On parle de cette aide humanitaire qu'on souhaite donner justement à ces pays en question, de ce soutien militaire qu'on compte leur apporter. Mais derrière, on estime que pour que cela soit efficace, il faudrait qu'on soit dans un regroupement de 15, c'est-à-dire plus costaud. Un ensemble plus costaud, plus porteur que dans une alliance à 3. Voici par exemple ce que dit le président du Ghana, John Dramani Mahama, puisqu'il faudrait que je revienne précisément sur ce qu'il a déclaré aux côtés de son homologue ivoirien. Il est préférable d'évoluer dans un groupe de 15 que dans un groupe de 3. Nos pays frères ont leur place dans la CEDEAO. Il est dans leur intérêt, mais aussi de celui de la sous-région qu'ils reviennent. De nombreuses populations de ces pays vivent en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays membres. Certaines souffrent des restrictions aux frontières. Il y a des opportunités économiques à saisir au sein de la CEDEAO et nous devons travailler ensemble pour préserver justement ces opportunités économiques qui vont même au-delà de simples opportunités économiques, estime le président John Dramani Mahama. Du côté de l'AES, on n'a jamais fermé la porte à un dialogue, même si on refuse de parler d'un retour. Patient Parfum d'Homme. À quoi assistons-nous précisément? Est-ce un rêve de parler aujourd'hui d'un retour de l'AES au sein de la CEDEAO? Je ne vais pas vous mener en bateau en vous disant que moi-même je fais un rêve. Lequel? Vous voyez cette image que vous avez montrée tout à l'heure? On nous a parlé des problèmes qu'il y a entre les deux pays. On nous a parlé de cette rivière qui traverse les deux pays. J'espère dans mon rêve que les mêmes réalités que vive le Ghana, que la Côte d'Ivoire puisse les vivre un jour. C'est-à-dire un ancien chef d'État qui revient au pouvoir. Et pourquoi pas? Donc, dans ce cas, on aura une nouvelle réalité politique. Qui ne sera plus une réalité politique où c'est M. Ouattara qui est à côté de son homologue John Dramani Mahama. Oui. Mais pourquoi pas Laurent Gbagbo à côté de John Dramani Mahama? Vous avez totalement une autre réalité politique au niveau de la sous-région. Une réalité politique qui pourrait convaincre l'AES? Mais j'en viens. Donc pour vous dire que pour moi, pour le principe, éminemment, 15 c'est toujours plus intéressant que 3. Le truc qui coince, c'est qu'il y a des acteurs qui sont encore au pouvoir et qui ont été à l'avant-poste de ceux qui étaient dans cette mafia, ce complot pour tenter d'assassiner des populations de Burkina Faso, du Niger et du Mali. Mais comme nous sommes dans un retournement de situation, il y a des dynamiques qui créent de nouvelles réalités avec lesquelles il faut tenir compte. C'est quand on voit à l'international, on voit aujourd'hui quelqu'un comme le président Trump qui demande pratiquement pardon à la Russie d'avoir été un acteur qui a causé tant de tort à la Russie avec ses morts de ses soldats et la destruction de ses infrastructures. Il reconnaît, il dit c'est moi qui a été à l'origine de cela et je dois normalement demander pardon au peuple de Russie. Je dis, mais pourquoi pas? Demain, un chef d'État... Mais on n'est pas également loin d'un mea culpa quand on écoute le président Alassane Ouattara, Patient Parfum d'Homme. Je suis d'accord avec vous. Nos peuples frères mais l'image de la personne... Il faudrait qu'il revienne, parce qu'on est... L'image de la personne... On est plus fort à 15 qu'à 3, compte tenu des défis humanitaires, des défis sécuritaires, des frontières communes, des défis économiques également. On a l'impression que là, même s'il ne le dit pas ouvertement, on n'est pas très loin d'un mea culpa du président Alassane Ouattara. Peut-être qu'il pourrait d'une façon ou d'une autre reconnaître le rôle qu'il a joué justement dans cette campagne de déstabilisation que vous avez évoquée, Patient Parfum d'Homme. C'est un manque de réalisme politique, de pragmatisme. Le grand Trump, président de la première hyperpuissance mondiale, lui, il descend et dit là, vraiment, j'ai fauté. Parce que les premières livraisons d'armes à l'Ukraine, c'est moi. Et je me rends compte aujourd'hui que c'était une très mauvaise appréciation des enjeux et actions à poser. La preuve, j'ai créé beaucoup de dommages aux pays frères qu'est la Russie. Et je suis prêt aujourd'hui, n'est-ce pas,
à reprendre une nouvelle forme de coopération en acceptant vraiment le fait que j'ai créé de tort à ce pays frère. Alassane Dramane Ouattara, lui qui est plus proche des pays de l'AES, parce que quand on regarde la Russie et les États-Unis, c'est vrai que dans l'autre sens, ils sont vraiment... c'est un petit bras de mer qui les sépare. Oui. Mais dans le sens où il y a le conflit, c'est énorme comme gap. Alors que là, la Côte d'Ivoire et le Burkina, tout à l'heure, Sylvain Bougou commençait à nous dire même que les parents d'Alassane Dramane Ouattara sont enterrés à Sindou. À Sindou, en territoire burkinabé. Donc il y a beaucoup plus de liens, de coopération, de trucs assez forts, d'affinité qui devaient quand même permettre à M. Alassane Ouattara vraiment de faire profil bas et d'accepter de faire un mea culpa qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Parce que là, il ne le dit pas clairement. Il ne le dit pas clairement, mais voilà. on le sent quand même. Oui, mais il faut décoder pour sentir comme vous. Mais il faut avoir l'humilité de dire, de reconnaître son erreur. On s'est trompé, je me suis trompé. Ce qui s'est passé ne devait pas se passer. Mais que faisons-nous des réalités qu'il décrit, Patient Parfendon? Elles sont justes, c'est pour ça que je vous... Au-delà même... Ces défis, au-delà de ces besoins humanitaires et même sécuritaires, Patient Parfendon. Je vous comprends. Je vous comprends. Vous êtes un très bon journaliste. On ne peut pas négliger tout ça. Vous êtes un très bon journaliste. Mais vous connaissez ma position sur la question. J'ai commencé en vous disant sur le principe, 15 c'est toujours plus intéressant que 3. Vous voyez ce qui se passe au niveau de l'Union européenne. Monsieur Macron, je ne suis pas sûr que cela totalement suivi, mais il tente quand même de brasser large au niveau de l'Union européenne pour qu'il y ait une cohésion au moins un front uni au niveau des 27 parce qu'ils voient le danger arriver. C'est-à-dire ce déclassement, cette chute brutale de la puissance même, je ne parle pas de la force, de la puissance de l'Union européenne qui est en train de poindre à l'horizon. Donc il faut, sur le principe, qu'on soit vraiment cohérent là-dessus. Maintenant, ce qui bloque dans cette affaire, c'est la qualité de certains dirigeants qui sont encore aux affaires dans certains pays au niveau de la CEDEAO. Mais rêvons un seul instant. Là, nous avons un exemple avec John Dramani Mahama qui n'est plus Nana Akufo-Addo et on voit que la donne a totalement changé. La preuve, je crois que samedi, il ira au Mali. Oui, il ira au Mali. Et ça m'inspire une autre question, Patient Parfendon. Lançant l'appel auprès qu'espère le président Ouattara en lançant cet appel auprès du président John Dramani Mahama. Vous l'avez dit, depuis son arrivée au pouvoir, il y a justement ces liens très étroits qui se sont recréés, resserrés entre les pays de l'AES et Accra. Il est arrivé dans une logique de rupture, on le voit clairement, on l'a vu à partir de la cérémonie d'investiture où les chefs d'État de l'AES ont été conviés. Vous parliez d'ailleurs il y a quelques instants de cette visite le 8 mars prochain du côté de Bamako. Peut-on dire que c'est peut-être déjà les premiers pas de cet appel qui a été peut-être lancé du côté d'Abidjan en espérant que voilà, John Dramani Mahama sera peut-être l'interlocuteur fiable entre la CEDEAO et l'AES compte tenu justement de ces dirigeants qui n'ont toujours pas changé de casquette, Patient Parfendon? Non, il y a aussi... Est-ce que l'appel a plus de chances d'aboutir quand on lance justement ce dernier aux côtés d'un président comme John Dramani Mahama que d'autres présidents de la sous-région? Il y a beaucoup de raisons. Sylvain Bougou a commencé à donner ces raisons-là. Mais il y a une autre raison qui est encore plus grave. Il y a quand même dans l'agenda politique de la Côte d'Ivoire le fait que nous irons aux élections présidentielles bientôt. Oui. Or, l'attitude du gouvernement ivoirien dirigé par Alassane Dramane Ouattara a beaucoup heurté les Ivoiriens d'origine nigérienne, burkinabé et malienne. Au point où il n'est plus totalement sûr de leur soutien. Donc, au-delà des difficultés réelles qu'il énonce, il y a aussi un calcul politique à l'intérieur, au niveau, n'est-ce pas, de sa propre base électorale, qui est constituée en majorité de ces Ivoiriens d'origine de ces pays qui l'ont soutenu pendant toutes ces années et qui aujourd'hui ont découvert le vrai monstre qu'il était. Il n'est plus sûr du tout
de leur soutien. Donc, c'est aussi une tentative de leur démontrer qu'en réalité, il a compris et qu'il est prêt à faire son mea culpa et, pourquoi pas, avoir une attitude un peu plus conciliante, j'allais dire, de coopération vis-à-vis de ces pays pour leur faire comprendre que, arrêtez, je ne vous ai pas oublié, même si je m'étais trompé hier. Mais je dis que on ne peut pas insulter l'avenir. On ne sait pas de quoi demain est fait. C'est insulter l'avenir de dire, de toute façon, et j'entends beaucoup de nos téléspectateurs souvent le dire, là, c'est parti, bon, ce n'est plus possible qu'elle revienne avec la CEDEAO. On ne sait pas de quoi demain est fait. Pour l'instant, nous parlons de dialogue, mais pas de retrait, puisque les dirigeants de l'AES eux-mêmes ont reconnu qu'il faudrait laisser des passerelles de dialogue ouvertes aujourd'hui. Mais on est encore loin. Vous savez que c'était mon cheval de bataille. Je l'ai dit longtemps qu'il ne fallait pas les pousser comme certains prétendaient ici, pour que la rupture soit radicale et à vitam aeternam. Ce n'est pas possible. Nous sommes dans le champ des possibles. Donc, à partir de ce moment-là, je dis qu'il suffit qu'il y ait seulement quelques petites modifications à la tête de certains États et une nouvelle architecture politique au niveau de la tête de ces États. Et nous avons notre CEDEAO. C'est-à-dire que la preuve la plus éclatante, c'est John Dramani Mahama qui est là aujourd'hui et qui a de très bons rapports avec les États de l'AES. Donc, moi, je suis pas de ceux qui pensent qu'il faut fermer complètement le jeu. Il faut l'ouvrir et il faut même inscrire cette perspective dans le possible d'un futur proche. Donc, à partir du moment-là... Vous parlez de la perspective d'un retour de l'AES dans la CEDEAO. Mais pourquoi pas? J'avais même suggéré autre chose. Mais c'était difficile à avaler pour certains. C'était que l'AES pose des conditionnalités de son retour. Qu'il pose des conditions de son retour. On veut bien continuer avec les frères dans cette organisation, mais voici les conditions. Vous vous souvenez, dans les émissions, si je l'avais dit, les conditions, c'était 1, le départ des troupes françaises de tous les pays de la CEDEAO, 2, le départ, la fin des accords de coopération avec la France dans tous ces pays, la CEDEAO, et puis troisièmement, justement, et la CEDEAO revient là-dessus, je crois que c'est ça, ça ne veut pas le co-Macron, mais le véritable ECOWAS, la monnaie unique de la CEDEAO, qui sera lancée d'ici 2027, selon les dirigeants de la CEDEAO qui se sont réunis, et hier encore le président Ouattara l'a mentionné. C'est une avancée incroyable si, avec le pays de l'AES, on pouvait adopter une monnaie comme celle-là, qui mettait fin au franc CFA dans cet espace, mais surtout doter cette entité sous-régionale d'une monnaie propre qui lancerait de véritables options sur le plan du développement économique de leur État. Vous savez que notre point faible aujourd'hui, ce sont nos différentes monnaies qui ne sont pas des monnaies assez costaudes, ayant un marché assez robuste, mais surtout, une bonne partie de ces États a encore une monnaie qui est entre les mains de la France, battue à chamalière, gérée par Paris, avec toutes les difficultés que nous connaissons. Donc, moi, on va me dire, je suis un politique, j'accepte cette casquette de politique, mais je pense qu'il faut toujours voir l'avenir. C'est-à-dire, il ne faut pas voir l'avenir de manière sombre. Il faut toujours être dans la perspective d'un avenir radieux. C'est même ça le sens du combat et de la lutte. Si vous luttez en vous disant que de toute façon, c'est bouché pour toujours, sans perspective justement de voir un horizon un peu plus éclairé, alors là, vous vous mettez dans les difficultés. Et je veux dire, il y a une rivière, comme on nous a dit, qui traverse les deux pays. Ces rivières doit aussi impacter sérieusement la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire de voir à la tête de la Côte d'Ivoire, pourquoi pas un ancien chef d'État qui est parti par les vicissitudes de la politique internationale, mais qui revient au pouvoir à côté de John Dramani Mahama. Je crois que c'est une autre réalité, une autre configuration politique en interne et sous-régionale qu'on aura. Et cette réalité-là, cette réalité-là poussera certainement les pays de l'AES à reconsidérer sérieusement leur position actuelle. Et c'est mon souhait, et c'est le souhait, je pense, que de tous les panafricanistes conséquents. Alors.